De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, avec nous sur le plateau notre éditorialiste Alfred Chango et puis notre invitée Juliette Chambou. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des médecins africains de France. Nous a rejoint sur le plateau Fatima Daibi. Vous êtes vice-présidente de la Fédération Universités sans frontières. Bienvenue. Merci. Sans plus attendre, notre dossier du jour. La grande chancellerie de l'ordre national est la distinction la plus élevée au niveau des républiques. Pour l'heure, en Afrique, ce sont surtout les hommes qui se font gratifier de cette distinction. Mais les mentalités évoluent. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on dénombre 3 femmes grandes chancelières de l'ordre national. Reportage de notre correspondant au Bénin, Franck Ndofina. Grand chancelier de l'ordre national. Un titre prestigieux, longtemps réservé à la seule gente masculine. La dernière décennie a vu l'émergence de femmes à cette position honorifique. Au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Gabon, 3 dames font honneur à la gente féminine en portant le titre de grande chancelière de l'ordre national. Mais bien que la nomination au titre de grand chancelier soit purement politique, ne constitue-t-elle pas pour ces femmes le couronnement d'un parcours? Au Bénin, c'est Kouburat Hosseini qui est la grande chancelière de l'ordre national depuis le 2 avril 2009. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays côtier d'Afrique de l'Ouest qu'une femme est nommée à ce poste. C'est une grande promotion. J'estime que c'est une promotion de la femme quelque part. Et vous savez, pas pour jeter des fleurs à notre chef d'État. Il tient à la promotion des femmes. Mais il est toujours coincé par les hommes. Toujours. Ils veulent tout. Ils veulent rien de lui laisser pour nous. C'est ça le drame. Il a promis déjà ici 50% de femmes au gouvernement. Mais ça ne vient pas. Parce que les hommes ne lui en laissent pas le temps. Après, ils vont dire qu'ils n'ont pas trouvé de femmes. Est-ce que ça, c'est possible de ne pas trouver aujourd'hui, dans plein 21e siècle, des femmes qui ne sont pas capables de diriger comme les hommes qui le font, les ministères aujourd'hui? Mais ils ne lui laissent pas le temps. Ils veulent tout. À nous de savoir nous battre pour arracher aussi nos places. Kouburat Hosseini est docteur en médecine, mère de famille et activiste des droits de l'homme et de la promotion des femmes. Si pour certains experts, sa nomination au poste de grande chancelière de l'ordre national du Bénin est la récompense d'une carrière politique bien remplie, les heures les plus chaudes de sa vie politique militante remontent à 1990, lors de la conférence des forces vives de la nation. 90 à la conférence, paix à son âme, il y a Madame Véronique Lacson qui était la présidente de l'AFBD. Kouboura était la première vice-présidente et moi j'étais la deuxième vice-présidente. En ce moment, les hommes n'avaient plus de salaire, les enfants avaient des problèmes pour aller à l'école et c'est nous qui avions introduit à la conférence nationale, bien sûr, il y a Rosine Soglo, il y a paix à son âme grâce à Damon. Nous avons introduit à la conférence nationale la pension des hommes. En Afrique francophone, Hosseini Kouburat a été la première femme à occuper le poste de grande chancelière de l'ordre national. Et elles sont aujourd'hui très peu sur le continent à porter ce titre. En Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté, actuelle grande chancelière de l'ordre national, accumule les records. Première femme ministre d'État, première femme présidente d'institution, première femme leader politique et secrétaire générale d'un parti significatif dans le pays. Les exemples comme Kouburat Hosseini ou Henriette Dagri Diabaté sont encourageants pour les défenseurs de la cause féminine. There is no way Africa will not have a better future and a renaissance. C'est une certitude, l'Afrique aura un meilleur futur et arrivera à réaliser la renaissance. La jeune génération d'aujourd'hui a misé sur les associations et est vraiment déterminée. Beaucoup de femmes ont déjà prouvé par le passé de quoi elles étaient capables. Et quand on regarde aujourd'hui devant nous, il y a encore une nouvelle génération de femmes talentueuses présentes sur la scène politique. You will be able to see the kind of Africa that was reflected in Madame Zouma's email. L'ascension politique des femmes en Afrique est une réalité. Elles sont présidentes de la République, ministres, députées ou encore présidentes d'institutions. Nombreuses sont-elles aujourd'hui à être au devant de l'action politique. Mais ces ascensions représentent-elles vraiment le signe de l'ouverture de la société africaine à la femme? Aujourd'hui, depuis quand même une trentaine, une vingtaine, 25 ans, les femmes ont commencé à un peu sortir de l'ombre, à, comment dirais-je, donner un petit peu plus de voix par rapport à tout ce qui se fait, pas seulement à Cotonou, dans les capitales, mais à l'intérieur du pays. Avant, les politiciens nous disaient, oui, les femmes sont là, on a cherché des femmes, elles ont refusé, nous ne trouvons pas des femmes.
Mais c'est grâce à ce que nous faisons tout autant que nous sommes qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui osent lever le doigt pour dire je vais aller aux élections. C'est un fait. Le processus d'intégration des femmes aux hautes sphères de prise de décision et de gestion politique est en cours. Il a même connu une relative accélération. Cependant, les pesanteurs socio-économiques qui empêchent l'émancipation politique et économique des femmes restent grandes. Et vous connaissez l'appétit des hommes par rapport au pouvoir. Elles sont combien? C'est ce que nous déplorons, c'est pourquoi nous parlons de la parité. S'il y avait la parité, c'est là où nous pourrons dire que les femmes ont démérité. Si elles sont 3, 4, 5, 6 par rapport à ce grand nombre-là, elles pourront quoi? En évoquant l'émancipation des femmes aujourd'hui en Afrique, certains parlent de révolution silencieuse. Une révolution aux effets bien perceptibles dans toutes les sphères de l'appareil politique et économique du continent. Le combat entamé par les femmes depuis le début des années 70 atteint progressivement ses objectifs. Mais les obstacles restent encore nombreux. Pour arriver à relever les barrières, il faudrait aujourd'hui renforcer la scolarisation des filles et la formation des plus grandes au leadership et à la culture politique. Juliette Chambou, le fait que ce soit surtout les hommes qu'on retrouve dans la sphère politique, est-ce que ça n'explique pas justement le fait qu'ils représentent la majorité des nommés à la grande chancellerie de l'ordre national? C'est tout à fait juste ce que vous dites, puisque la grande chancellerie actuellement est majoritairement représentée par les hommes, et c'est les hommes qui votent. Donc il y a très peu de femmes qui sont représentées, mais on voit qu'il y a du changement, il y a des évolutions, il y a une prise de conscience collective, culturelle. Il y a une prise de conscience des Africains. On reconnaît enfin aux femmes leur compétitivité, leur crédibilité en matière de prise de décision, et on reconnaît enfin leurs compétences. Donc c'est très encourageant pour nous les femmes africaines jeunes aujourd'hui, et nous y croyons. Donc ça nous incite aussi à nous engager et à faire des actions en fait. Et qu'est-ce qui a poussé ces mentalités à évoluer? C'est les femmes, c'est le combat de ces femmes, on l'a montré. On voit Madame Dagri Diabaté qui s'est engagée en politique très tôt. Elle a été conseillère municipale dès 1985 dans son pays. C'est ces femmes qui sont battues, qui ont fait entendre leur voix au fil des années. Donc nous leur devons une reconnaissance. Alors Fatima Daïbi, souvent les gouvernements ont mis en avant les femmes dans certains de leurs gouvernements au poste de conseillères pour montrer quelque part leur bonne foi vis-à-vis des partenaires internationaux par rapport aux droits des femmes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Pas à 100%, mais il y a une avancée quand même. Il y a une avancée au niveau des hommes dirigeants pour... Ils veulent... On se rappelle Muammar Kadhafi, par exemple, avec ses Amazones, pour oui, prouver exactement. Que les droits des femmes avançaient. Oui, voilà. Ce n'était pas le cas sur le terrain. Exactement. Et moi, je vous parle au niveau du Maroc. Il y a énormément d'engagement au niveau de la femme, que ce soit politique ou dans le domaine associatif ou ministres qui prennent des décisions, etc. Donc, est-ce que ça vient d'elle? C'est elle vraiment qui essaie de faire bouger un petit peu les mentalités, ou c'est une décision royale tout simplement? Non, c'est elle qui prend des décisions, et ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça date de temps. Je sais que ma mère dans les années 50, elle était militante pour l'indépendance quand on était sous le protectorat français, donc c'était une grande militante, donc ça datait de longtemps. Mais bon, il y avait quand même une barrière. La femme ne pouvait pas avancer trop devant, et maintenant, il y a plus d'ouverture et de facilité, et puis d'expression. Est-ce que vous pensez que c'est l'ouverture vers l'étranger qui a permis ça? Ou c'est ne serait-ce que le changement à la tête de l'État du Maroc, à la tête du Royaume du Maroc? Non, je pense que c'est elle-même qui commence à... C'est d'elle-même. Parce que moi je suis très engagée en Afrique, mais je parle de la femme arabe aussi. Regardez, à l'époque, avant c'était interdit de chanter. Et Kulthum, c'était la grande diva. Donc la femme, elle commençait déjà à se montrer, à s'exprimer. Et surtout parler des mots d'amour, etc. C'était pas facile, hein.
Et voilà. Donc il y a une évolution dans les mentalités. Alors on a entendu dans le reportage Alfred, les hommes ne laissent rien aux gouvernants, ils ne laissent pas les gouvernants nommer des femmes. Donc c'est la faute aux politiques hommes justement qui ne laissent pas de place à leurs collègues, à leurs consoeurs oui, dans les postes de responsabilité. Déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà saluer ce plateau. Je suis entouré de 3 belles africaines et puis médecin, professeur, journaliste. C'est déjà un signe très 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 important de cette avancée de l'esprit. Alors souvent, moi, je dis au fond, les femmes ministres, présidentes ou occupants de responsabilités dans les associations, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque la majorité des femmes, effectivement, n'émergent pas véritablement, n'ont pas cette possibilité, cette capacité justement d'émerger. On l'a dit d'ailleurs dans le reportage, parce que la question de la scolarisation, mais pas seulement, je pense qu'il y a aussi les coutumes qui jouent beaucoup là-dessus pour freiner justement la promotion des jeunes filles, des jeunes femmes, leur scolarisation. C'est pas dû également au cercle d'influence quelque part qui ont permis à tel ou tel gouvernant de se hisser à la magistrature suprême, qui fait que voilà, les postes sont très demandés, notamment par les hommes. Oui, donc il n'y a pas de place pour les femmes. Mais au fond, le système social, politique africain dans son ensemble, du nord au sud, d'est en ouest, a été toujours un système, j'allais dire, dominé, patriarcal, sur le modèle, justement, c'est ce modèle-là, qui a fait effectivement que, dans un premier temps, les femmes sont restées, vous voyez, en Algérie, elles ont participé à la guerre des libérations. La guerre remportée en 62, on les a renvoyées dans les foyers, dans les familles. Oui. Alors donc, on a une image de la femme africaine, en général, la mère, celle qui s'occupe, etc. Et puis, à partir des années 70, lorsqu'on a lancé justement cette journée de la promotion de la femme, etc., la prise de conscience a commencé à se faire à ce moment-là. Donc, il y a une influence internationale qui est réelle, qui fait effectivement que petit à petit, les mentalités ont évolué. Les gouvernements ont pris conscience quand même de cette nécessité de scolariser les jeunes filles, d'assurer la continuité, la promotion des femmes. Parce que finalement, quand on regarde bien, dans la plupart des pays, les femmes, si on prend les statistiques de la population, sont les plus nombreuses que les hommes. Et puis, voilà, plus de 50% de la exactement. Et que, justement, là, ce sont des avancées qui sont considérables, qu'on salue, justement, de les voir dans des postes de responsabilité. Et en général, mieux diplômés que les hommes. Absolument, absolument. Pas plus loin. Tout à fait, on est tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Moi, je me souviens, par exemple, en 1978, justement, quand Awa Thiam, qui est aujourd'hui directrice du laboratoire d'anthropologie culturelle à Dakar, à l'IFAN, quand elle avait écrit cet ouvrage remarquable, La parole en négresse, ça avait suscité des réactions en disant c'est pas possible, parce qu'effectivement, elle se disait, mais au fond, d'une part, effectivement, on peut attendre que les hommes promeuvent les femmes, mais c'est d'abord aux femmes elles-mêmes de prendre conscience de leur rôle important dans la société. Exactement, et d'aller arracher justement parce qu'on leur donnera pas ces postes de responsabilité. Alors, je suis un bout, après avoir écouté ce qu'a dit Alfred, on devrait se poser la question, pourquoi est-ce que ces femmes ne s'allient pas dans des cercles d'influence qui pourront justement faire avancer les conditions des femmes et donc leur permettre de se hisser à des postes de responsabilité? Moi, je pense qu'il y a quand même une avancée quand même assez sensible, parce qu'avoir une femme chancelier de l'ordre national en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est quand même assez exceptionnel. Même en France, depuis que cet ordre est créé, il n'y a jamais eu aucune femme qui a eu cet honneur. Aujourd'hui, les femmes en sont conscientes, elles sont conscientes de leurs capacités, de leurs compétences, et en fait, elles se réunissent. Il y a des groupes de réflexion de femmes à l'Assemblée nationale, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour faire avancer la cause de la femme et faire des plaidoyers auprès des femmes pour qu'elles s'engagent de plus en plus et elles mènent des actions. Et qu'est-ce qui est fait justement par rapport aux actions? Est-ce qu'elles vont dans les zones rurales pour encourager les femmes à sortir un petit peu? Tout à fait, oui, il y a des actions envers les femmes. La journée de la femme aussi, elle sert à ça. On met en avant les femmes qui ont mené des actions, les femmes qui ont des compétences. Alors, les politiciens disent que souvent, ce sont les femmes qui ne veulent pas s'engager en politique, qui préfèrent rester au sein de la société civile, etc. Mais en fait, aujourd'hui, notamment au Maroc, vous ressentez un besoin de plus en plus de la part des femmes de s'exprimer.
Ah oui, énorme, énorme. On veut prendre des engagements, on veut s'imposer, on veut parler, on veut s'exprimer, on veut donner de nous, on veut donner de ce qu'on a. Par exemple, bon, ça, comme j'ai été représentante de l'intégration culturelle par le gouvernement du Bénin, et je suis ambassadrice chargée des affaires africaines auprès des autorités des pays arabes pour la promotion de la francophonie. Donc, je me suis lancé un défi en 2012 parce que j'ai remarqué que les pays arabes ne s'intéressent pas du tout à l'Afrique. C'est plutôt l'Europe, c'est plutôt les États-Unis. Alors j'ai contacté mes amis de la haute sphère, des artistes peintres de haut niveau, etc. Je leur ai dit, écoutez, bon, je représente l'intégration culturelle africaine, j'aimerais bien que vous participiez, vous venez en Afrique et partagez avec les Africains votre art, parce qu'il n'y a jamais eu ça. Donc je voulais un échange interculturel. Donc il y a eu 45 personnes qui se sont présentées pour qu'ils disent qu'ils allaient voyager avec moi. Et quand je leur ai dit, bon, il faut faire le vaccin, parce qu'il faut faire le vaccin, sinon on ne vous laisse pas passer à la frontière. Alors il y a eu beaucoup de désistements. Alors, donc ils ont pensé quoi? Bon, les maladies, les enlèvements, enfin plein de choses comme ça. Alors je n'ai pas insisté. J'ai réussi quand même à avoir 16 personnes qui m'ont contacté, m'ont dit, non, des hommes. Des hommes et des femmes. Hein. Des hommes et des femmes. Et ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on est prêt à venir. On te fait confiance, on est prêt à venir. Il y a eu l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Libye, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Soudan. Et donc à travers cet échange, est-ce que vous avez pu voir un petit peu les améliorations du côté des droits des femmes? Oh, ah oui, énorme. Et de la place des femmes. Ah bah oui, énorme. Déjà je parle de ma personne. Je dis, est-ce que j'étais capable de faire ça, d'aller voir les pays arabes, les emmener en Afrique? Ce n'était pas facile. Donc, bon, au début, ils avaient... Après, maintenant, bah, l'Afrique, pour eux, ils me demandent, il faudra organiser autre chose dans d'autres pays. Parce que maintenant, ils s'intéressent énormément. Donc, le droit des femmes, en tout cas, permet une certaine ouverture, permet un certain dialogue entre les différentes cultures. Alors, on a l'impression tout de même que toujours, encore, aujourd'hui, les femmes doivent redoubler d'efforts par rapport aux hommes pour avancer. Contrairement alors qu'elles ont de meilleurs diplômes hein, pour pouvoir avancer. Tout à fait. Ça, c'est aussi vrai. C'est vrai dans tous les continents, c'est vrai dans tous les pays, c'est vrai au quotidien, dans tous les métiers. Mais on ne baisse pas les bras, on va continuer. Hein. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir faire évoluer la femme au quotidien. Est-ce que c'est toujours à cause de cette image de la femme qui est mère de famille avant tout? C'est pour ça qu'on la paie moins, c'est pour ça qu'on a peur justement de lui donner des postes de responsabilité parce qu'elle risque de partir en congé de maternité? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est ancré dans les mœurs. On grandit comme ça, les hommes sont plus forts, l'homme c'est celui qui travaille, c'est la représentativité de la société en fait, c'est tout. Et au sein des médecins, au sein au sein de l'association des médecins africains, vous avez tout de même réussi à devenir présidente de cette association. Comment est-ce que vous avez réussi? Parce que j'y crois. Les femmes sont quand même plus sensibles quand elles ont une certaine sensibilité quand elles mènent les projets. Elles sont dévouées, elles vont au bout de ce qu'elles entreprennent. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et vous n'avez pas senti une certaine difficulté par rapport au fait que vous soyez présidente vis-à-vis de la hiérarchie? Il n'y a pas eu de problème avec les hommes? Une certaine difficulté, mais relative. Il faut savoir convaincre. Quand on est convaincant, compétent, on y arrive. Parce que les hommes, Alfred, ont toujours du mal, quelque part, encore en Afrique, hein, et même dans le reste du monde, pour avoir une femme qui les dirige. Mais tout à fait, hein, Radija, c'est vrai. C'est un peu comme elle le disait, c'est-à-dire que la culture, la tradition et les mentalités sont dures à faire évoluer. C'est ça le vrai problème. On a beau étudier ensemble, hein, garçons et filles, on a les mêmes diplômes, etc. Mais dans l'ADN, justement, des jeunes hommes africains, des jeunes Africains,
c'est difficile d'accepter, d'admettre qu'une femme, une collègue avec qui on a étudié ensemble puisse être justement chef ou responsable. Alors donc du coup, ça va être des propos griveleux derrière pour dénigrer des choses comme ça. Mais effectivement, quand on voit la compétence, quand on voit sur le terrain, c'est souvent ça qui fait la différence. Vous dites que c'est une question d'ADN, c'est-à-dire que même l'éducation ne pourra pas modifier ça. C'est très difficile hein, pour que les hommes puissent changer justement ce logiciel-là, cet ADN-là. Hein. Mais il faut y aller, il faut les pousser. En Afrique, on a quand même compris qu'il fallait changer les modèles et que les femmes vont participer au changement, à l'évolution. On voit dans les assemblées nationales en Afrique, le nombre de députés femmes a évolué dans les hémicycles. Donc c'est un progrès. Oui, non, mais le progrès, on le salue, mais en même temps, il faut entendre les discours qu'il y a derrière. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une forme de condescendance, au fond, mâle en Afrique. C'est ça, justement. Hein. Ah bon, généreusement, on va leur céder à cette place-là. Et puis, bon, voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Soyez plus généreux la prochaine fois. Ça commence. Oui, tout à fait. On va mettre fin à ce débat. Je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Les rumeurs allaient bon train sur ce qu'était devenu Charles Blé Goudet, l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Ce dimanche, des photos non datées avaient circulé de l'ancien responsable le montrant dans des conditions d'incarcération précaires. Réponse du gouvernement ivoirien qui, à son tour, publié des photos de Charles Blé Goudet sur les réseaux sociaux. Les rues de Lusaka, la capitale zambienne, appellent le président Michael Sata à honorer sa promesse. Durant la campagne électorale en 2011, le chef d'État avait promis la rédaction d'une nouvelle constitution basée sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance. 3 ans plus tard, ça n'a pas encore été fait. Juliette Chouambou, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Association des médecins africains. Merci d'avoir participé à l'émission. Je vous remercie et merci aux téléspectateurs. Nouvelle pause dans l'Africa Newsroom. Dans un instant, retrouvez le dossier de l'économie. À tout de suite.